à tous. On est à nouveau et je vois des visages que j'ai vus tout à l'heure. Ravi de vous accueillir. Une nouvelle fois, on est sur l'aspect data, Intelligence Forum, et que l'on a traité au travers d'un certain nombre de conférences. Et au cœur de l'intelligence de la data se trouvent des scientifiques, des chercheurs, des enseignants qui portent avec elles et eux la solution à des problématiques parfois complexes et pour beaucoup d'entreprises assez nouvelles. Donc on a compris, en particulier grâce au rapport qui a été réalisé par le Syntec numérique, l'étude de OPIEC que nous a fait découvrir Cédric Rosemont. Donc Cédric que vous voyez à gauche. Bonjour Cédric. Qui est donc directeur de l'innovation de Consort NT, mais qui fait partie aussi de la commission Big Data du Syntec numérique. Donc cette commission a commandé une étude et Cédric animera cette conférence, mais aussi en tirera pour vous les principaux enseignements. Et nous avons réuni autour de Cédric 3 profils assez nouveaux dans le paysage de la formation. Et donc je remercie également Ons Jelassi, qui est enseignante-chercheur Télécom ParisTech, Raja Shiki, enseignante-chercheur à l'ISEP. Il faudra bien nous rappeler un petit peu les caractéristiques de vos activités. Et au centre, très bien entouré, Benoît Dos, directeur général de l'École Polytechnique d'Assurance. Donc voilà un petit peu le plateau que nous vous proposons. Préparez des questions, notez-les. On va d'abord donner la parole à Cédric. Et Cédric animera la conférence pour les témoignages. Et puis surtout, profitez-en pour noter, poser des questions. Ils sont là, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous donner beaucoup plus, des recommandations, des méthodologies, des références. Donc profitez de leur présence pour le leur demander. Merci à tous et bonne conférence. Merci Jacqueline. Donc bienvenue, effectivement, je suis Cédric Rosemont, directeur de l'innovation dans une entreprise de services numériques. Donc une entreprise de services numériques, aujourd'hui, très naturellement, on se retrouve au centre de la demande autour des innovations digitales, dont les thématiques Big Data font partie. Et notamment, on se retrouve en lien avec l'ensemble des entreprises et donc des marchés en France qui consomment aujourd'hui de la compétence Big Data. Excusez-moi du terme. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'étude qui a été faite au sein du Syntec numérique et notamment de l'OPIEC, qui est l'organisme paritaire qui régit les professions autour de l'information et de l'ingénierie dans le cadre des études et du conseil. C'est une étude qui a été commanditée sous l'impulsion du comité Big Data du Syntec numérique, dans lequel, bien entendu, je siège, pour lequel je siège, qui vise à essayer d'estimer un petit peu mieux, justement, la bonne corrélation, la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Et donc, dans un premier temps, cette étude, qui a été confiée au cabinet Ambroise Bouteille, visait à faire, dans une démarche qualitative, des entretiens auprès des entreprises qui ont toutes consommé et ou commencé à consommer la compétence en termes de Big Data. Ça concerne quasiment tous les marchés, mais on le verra et on en parlera, ça concerne plus fortement certains marchés qui aujourd'hui ont besoin de très rapidement comprendre ce que peut leur apporter la donnée en termes de valeur. On parlera de l'assurance, bien entendu, puisque nous avons le directeur général de l'École Polytechnique d'Assurance, mais on parlera également des marchés de l'énergie, potentiellement, et d'autres marchés. Celui qui a été le premier, d'ailleurs, marché à consommer étant le monde du retail par le marketing et ce qu'on pouvait faire autour de la donnée.
Aujourd'hui, cette étude, elle a été menée, je vous le disais, par le cabinet Ambroise Bouteille. C'est une étude qui a rapporté 3 choses, en fait. C'est que, dans un premier temps, le big data, aujourd'hui, c'est un défi estimé par toutes les entreprises, mais c'est un défi qui est encore au stade de proof of concept. Les entreprises veulent savoir ce qu'elles peuvent faire avec ces données, veulent estimer le potentiel et sans pour autant être sûres de ce qu'elles mettent en place. Et on le verra aussi, le rôle du data scientist tel qu'il est abordé depuis maintenant quelques mois est pas vraiment simple à définir. Parce que beaucoup d'entreprises mettent sur le marché des data scientists, des offres de formation autour du big data, sans pour autant que ça concerne réellement un usage par rapport à un autre. Donc on essaiera de le définir un petit peu, et ça tombe bien puisque les formations et les écoles qui nous accompagnent aujourd'hui sont en train justement de se positionner sur des formations qui donnent des statuts dans ce sens-là. Après, les entreprises aujourd'hui qui ont été interrogées ont émis quand même des problématiques fortes à mettre en place leur programme de big data. Ces problématiques sont bien entendu autour de la gouvernance de la donnée. Il faut bien entendu se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la donnée? On en parlait hier sur d'autres tables, mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette donnée? Comment on peut réellement la mettre à profit des métiers ou des futurs services? Et donc tout ça, c'est une thématique qui est un frein assez fort. C'est un enjeu assez fort pour eux de comprendre ce qu'ils vont pouvoir faire. Peut-être que les formations aujourd'hui sont aussi orientées dans ce sens-là pour les personnes qui vont être au centre de la donnée. On ne parle pas aujourd'hui uniquement des formations de data scientists ou de tous ceux qui tournent autour de la technologie et de la donnée, mais on va aussi parler de ceux qui sont un peu stratégiques autour de cette donnée et qui vont nous permettre d'en définir des nouveaux usages. Et également de prendre en compte comme le troisième enjeu, qui est l'enjeu de sécurité, au-delà de la gouvernance de la donnée, comment je sécurise aussi la manière dont elle est employée dans l'entreprise et vis-à-vis de ce que je peux fournir. Bien entendu, beaucoup d'entreprises se positionnent aussi sur le fait de vendre cette donnée. Et ça aussi, ça lève des freins assez particuliers. Donc, par rapport à l'ESN pour laquelle je travaille aujourd'hui, une des interrogations fortes pour nous, qui étions plutôt dans nos habitudes de fournir des compétences au travers de nos collaborateurs, on se positionne bien entendu sur des data quelque chose, data stratégistes, data analystes, etc., avec des profils qui sont tous variés, mais qui travaillent quand même donc sur ces sujets dits big data chez nos clients. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce rôle est tellement stratégique qu'il risque d'être complètement internalisé? Donc finalement, est-ce qu'on n'était pas en train de faire une course qu'on a déjà perdue par rapport à nos propres clients? Donc ça, c'était un élément qui avait été relevé par cette étude également. Reste aussi à définir dans quel organigramme vont s'inscrire ces nouveaux rôles. Beaucoup d'entreprises, grands comptes, créent des organisations avec des data labs, avec des chief data officers. Et autour de tout ça tournent, bien entendu, alors certains anciens du monde de la business intelligence, mais également ces nouveaux profils. Donc moi, j'aimerais bien le comprendre et je poserai ces questions tout à l'heure, mais est-ce que lorsqu'on forme des data analysts, data scientists, on leur explique dans quel service ils vont travailler ou justement, voilà. Mais je vous poserai la question tout à l'heure. Bien entendu, ce qui a été identifié, c'est quels étaient les besoins autour de la data, et les 3 qui sont ressortis les plus prédominants, c'est pour le premier d'entre eux, justement, et très étrangement, ce n'est pas le data scientist, mais c'est bien le développeur concepteur, qui va mettre en œuvre les algorithmes. Je pense qu'aujourd'hui, justement, dans cette étape d'évangélisation, de proof of concept, les entreprises ont besoin d'un data scientist, mais ont besoin de beaucoup de développeurs qui vont être capables de développer dans des outils technologiques comme Spark, Hadoop, des solutions qui sont aujourd'hui les solutions qui permettent justement de faire parler cette donnée, de mettre en place des algorithmes auto-apprenants, etc. Donc le data scientist est une pièce maîtresse, ou en tout cas le data miner et le data scientist sont des pièces maîtresses, mais semble-t-il le développeur est celui qui rencontre aujourd'hui une vraie pénurie sur le marché de l'emploi. Après, bien entendu, aujourd'hui, l'étude a aussi regardé l'offre de formation et le cabinet Ambroise Bouteille a relevé qu'aujourd'hui, les formations qui étaient employées étaient plutôt de l'ordre du MOOC. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui, lorsqu'elles doivent former ou regarder les collaborateurs qu'elles doivent recruter, elles se positionnent aussi sur un regard par rapport à ceux qui ont fait et qui ont suivi quelques MOOC, parce que l'offre de formation n'était pas assez élargie pour dire qu'on allait trouver autant de profils que souhaités en sortie d'école. Et donc une entreprise comme la mienne regarde de manière très régulière les MOOC, mais également les communautés dans lesquelles s'affichent des
prétendants ou des data scientists ou des prétendants au rôle de data scientist. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous connaissent la communauté Kaggle qui permet de faire des concours justement orientés autour de ce modèle-là. Peut-être vous nous en parlerez aussi. Et donc, en conclusion, aujourd'hui, il faut faire très attention à la qualification de ces formations. Nous, on regarde plutôt le profil, les soft skills, donc la curiosité de la personne, sa capacité à être aussi consultante. Elle va devoir, lorsqu'on parle d'un data scientist, d'un data analyst, travailler avec d'autres entités, d'autres personnes qui ont le savoir sur la partie métier pour se les approprier et devenir bien entendu le vrai data scientist avec son niveau de maturité sur la partie métier. Et donc il faut faire attention quand même à ce qui est effectivement aujourd'hui un terme un peu galvaudé. Quelqu'un qui se répute data scientist aujourd'hui, c'est pas simple à définir. Quelles sont réellement les attentes? Donc on essaye de trouver un petit peu des modèles, en tout cas au sein de Consort NT, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et c'est ce qui a été aussi identifié. Attention aux offres actuellement de formation sur 2 ou 3 jours. Ça ne forme pas un data scientist si la personne n'était pas déjà très compétente sur le métier, ne maîtrisait pas très bien les statistiques et n'avait pas un bon background de mathématiques. Donc je vais interroger nos participants, que je remercie encore une fois. Je voulais commencer par Once. Once, vous êtes... alors je vous proposais de prendre le micro. Vous êtes enseignante-chercheur à Télécom Paris Tech. Oui. Vous pouvez justement nous préciser un petit peu quelles sont les problématiques qui sont adressées par un data scientist? Donc, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. Je suis rattachée à la formation continue donc Télécom Evolution, qui est commune aux 3 écoles de Télécom, Télécom Paris Tech, Télécom Sud Paris et Télécom Bretagne. Donc nous proposons plusieurs formations et plusieurs parcours de formation de sciences des données. Donc, en tout cas, pour nous, tel que nous concevons le métier de data scientist en forte collaboration avec les entreprises, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, 2 composantes essentielles pour un data scientist. La composante machine learning, apprentissage statistique, qui nécessite des connaissances très, très importantes en statistique, en mathématiques, donc pour justement proposer des algorithmes qui sont capables d'apprendre des données et faire de la prédiction, entre autres, et une forte composante informatique pour justement stocker les données et pouvoir appliquer des calculs distribués. Il y a aussi, donc ça c'est pour le métier de data scientist tel que nous l'avons compris de nos échanges, comme je le disais, avec les différentes entreprises qui participent au comité de veille dans le domaine du big data pour que qui nous aident à proposer nos parcours de formation. Déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi une stratégie d'entreprise pour les données. Donc, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un, en tout cas une stratégie qui va permettre d'identifier quelles sont les données importantes pour l'entreprise, quelles sont les données qu'on peut exploiter, comment les formaliser avant justement d'appliquer les algorithmes statistiques, avant de les stocker, avant d'appliquer les algorithmes statistiques. Donc il y a aussi une partie préparation et nettoyage des données que dans nos parcours sciences des données, c'est des connaissances que nous donnons à nos futurs data scientists. Il y a aussi beaucoup de... Aujourd'hui, c'est un domaine nouveau et dans certaines entreprises, comme je le disais, on n'a pas encore identifié les données qui vont créer vraiment de la valeur. Et donc, nous sommes convaincus aussi que pour le data scientist, il faut aussi qu'ils connaissent quelles sont les particularités des données et quelles sont les possibilités, quels sont les projets big data qui peuvent être mis en place, même si ce n'est pas lui qui va définir la stratégie ou qui va être à l'interface avec les DSI etc. Il doit quand même comprendre ce qu'on va faire avec ces données parce qu'il ne suffit pas d'appliquer des algorithmes, il n'y a pas des recettes miracles qui vont permettre de sortir des résultats, que ce soit dans le domaine de la relation client, que ce soit dans le domaine des infrastructures, des réseaux de capteurs, etc. Il faut qu'il ait aussi une appétence vers
cette création de valeur autour de la donnée. Est-ce que ça ne suppose pas que la personne qui va être formée ait aussi une spécialisation très forte sur un métier donné? Est-ce que finalement un data scientist peut être transverse ou pluridisciplinaire en termes de métier? Ou est-ce que vous devez justement lui donner cette couche très forte orientée métier? Ce qui est transverse, c'est justement les méthodes et les algorithmes d'apprentissage. C'est les outils informatiques pour stocker et traiter les données. Mais la première partie donc, de préparation, de nettoyage de données et la visée, le but en tout cas de ce traitement de données est très lié au métier. Donc c'est sûr que nous, on essaie de donner un maximum d'outils transverses. En tout cas de recettes entre guillemets, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, dans toutes nos formations, dans tous nos parcours de formation, nous avons des projets qui vont traiter de données variées. Donc on va avoir des groupes qui vont travailler sur des données différentes ou selon le modèle de formation, on va appliquer un tel ou tel type de données. D'accord. Mais quels sont justement les profils en fait? Vous parlez de profils jeunes qui ont des prérequis avant ou des personnes qui sont justement déjà en place dans des entreprises? Justement, donc, je disais que nous proposons plusieurs parcours de formation. Donc, on a des parcours sciences des données pour la formation ingénieur. Nous avons aussi, dans le cadre de Télécom Évolution, un parcours justement dont parlera aussi tout à l'heure Benoît, qui est une formation plus longue en alternance. Donc la personne peut rester en entreprise ou peut être en entreprise et venir suivre la formation. Voilà, c'est une formation exécutive qui permet, donc en alternance, qui permet de suivre des formations, des modules de formation à l'école. Donc là, c'est plutôt destiné à des personnes qui sont en entreprise, donc qui ont une certaine expérience. Et avec quel prérequis, justement? Et la troisième formation longue qui permet d'accéder au métier de data, c'est le master spécialisé Big Data que nous proposons à Télécom ParisTech sur 15 mois. Et là, c'est du temps plein, mais on a 50% de personnes qui ont au moins 10 ans d'expérience et 50% d'étudiants en continuation d'études. Et donc, que ce soit pour le CES Data Scientist, que ce soit pour le master spécialisé, nous avons, dans les recrutements, nous tenons à ce qu'il y ait une population mélangée avec des profils d'ingénieurs développement ou d'administrateurs base de données, ou voilà, des profils plus informatiques, et une autre moitié plutôt des statisticiens qui ont plus l'habitude justement des mathématiques et des statistiques. Donc voilà, ça nous fait des profils, que ce soit en sortie d'études, donc des gens qui viennent de finir une école d'ingénieur plutôt dans l'informatique, ou des statisticiens. Pour ce qui est des profils expérimentés, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec la donnée, pas forcément dans un contexte big data, ou des gens qui connaissent bien les systèmes d'information, d'autres personnes qui ont beaucoup d'expérience sur un métier donné, qui est très lié, par exemple l'assurance, qui est très liée justement à l'utilisation des données, par exemple clients. Nous avons aussi des gens d'entreprise de l'énergie qui maîtrisent justement les capteurs, les données qui sont générées par les capteurs et qui ont besoin de connaître les technologies Big Data pour les traiter et pour en créer de la valeur. Donc, de ce que je comprends, c'est que de ces formations ne sortiront pas des personnes qui auront immédiatement des postes de data scientist, mais un peu tous les postes autour de la data dont on a parlé tout à l'heure. Justement, pour certaines pour la formation master spécialisée, où il y a même où on a des modules de formation aussi sur les aspects juridiques, sur les aspects économiques donc autour du big data. C'est sûr que selon le métier et selon le nombre d'années d'expérience, on aura ou des chief data officers ou des data stratégistes, ou pour ceux qui ont peut-être un peu moins d'années d'expérience ou qui ont vraiment une forte appétence pour la partie opérationnelle, les algorithmes de machine learning, ça sera plutôt des data scientists. Et justement, alors merci beaucoup.
Raja, vous pourriez nous aider à faire un peu le tri justement dans tous ces rôles, les uns par rapport aux autres, les compétences les plus prédominantes. Et puis présentez-vous peut-être. Oui, merci. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur à l'ISEP. L'ISEP, c'est une école d'ingénieurs qui se trouve à Paris et qui forme les futurs ingénieurs au numérique, donc à toutes les technologies autour du numérique, électronique, traitement de signal, télécommunications, réseau, et bien sûr informatique avec tous les aspects de l'informatique, architecture matérielle, développement, puisque vous avez cité justement dans votre étude que les entreprises cherchent plus de développeurs, donc justement l'ISEP forme à des métiers de développeurs et de programmeurs, et enfin tout ce qui concerne bien sûr l'analyse et l'exploitation des données et donc le big data en particulier. Donc j'enseigne et je mène des travaux de recherche dans cette école autour de la donnée et autour de la gestion des données massives, ce qu'on appelle aujourd'hui et qui devient un buzzword, le big data. Alors, concernant les différents métiers de la data, je vais commencer par celui qui existait avant même qu'on commence à parler du big data, donc data analyst ou data miner. Donc ce sont des profils qui étaient déjà en entreprise et puis qui se sont orientés petit à petit vers des technologies du big data pour en faire justement des data scientists. Donc les data analysts, je dirais que ce sont à la base donc des statisticiens et des experts en mathématiques appliquées avec une connaissance de technologies spécialisées qu'ils vont utiliser de type R ou SAS pour pouvoir exploiter des données qui proviennent très souvent d'une seule source de données. Généralement, c'est un CRM ou ce qu'on appelle aussi les bases de production ou les data warehouse. Ils vont exploiter ces données pour en faire des reporting qu'ils vont présenter à leur manager. Donc, généralement, les data analysts, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à des questions auxquelles on veut obtenir une réponse, on veut avoir des graphiques autour de ces questions. Donc les questions sont assez précises. Ensuite, il y a eu une évolution de ce métier de data analyst vers data scientist. Et donc, le data scientist par rapport à data analyst, donc, il sait bien sûr analyser les données, mais il ne se contente pas juste d'une seule source de données. Il faut qu'il soit capable d'associer et d'interpréter des données provenant de multiples sources hétérogènes. Donc, du coup, on va associer toutes les technologies dont on parle beaucoup dans le big data, avec l'analyse des données, donc avec les mathématiques appliquées, avec les statistiques, etc. Donc ces technologies du big data, vous les avez citées, c'est Hadoop, c'est Spark, c'est les nouveaux paradigmes de programmation, c'est les bases de données NoSQL, NewSQL et autres. Le data scientist, en fait, si je dois résumer ses compétences, en fait, il doit faire parler bien sûr les données. Tout à l'heure, je disais qu'un data analyst, il sait quelles sont les questions auxquelles il doit répondre. Un data scientist, lui, il doit trouver les questions qu'il peut faire sortir à partir des données. C'est la différence entre inductif et déductif? C'est effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, soit voilà, on induit des choses à partir des données, ou sinon on déduit des nouvelles choses à partir de ces données. Et justement, on déduit des questions, des nouvelles questions à partir de toutes les données qu'on va manipuler, sachant que ces données peuvent être structurées ou non structurées, semi-structurées, etc. Donc, il va essayer de faire parler les données. Il doit avoir aussi une connaissance métier. On se l'avait dit tout à l'heure, effectivement, un data scientist, il est orienté vers un métier donné. Donc, en fait, on va lui inculquer, on va lui apprendre des technologies transverses, mathématiques, statistiques, programmation, et puis tout ce qui est compétences fonctionnelles et opérationnelles, mais il est vraiment orienté vers un métier donné. Donc, pour ce qui est des compétences techniques, c'est une excellente maîtrise en machine learning, c'est une excellente maîtrise des outils de data management, tout ce qui est SAS, R, Python ou autre, une excellente maîtrise de tout ce qui est technologie, donc du big data, Hadoop, Spark, etc., les bases de données, SQL, NoSQL, NewSQL,
qu'ils sachent aussi faire tout ce qui est analyse web pour connaître justement ses utilisateurs, enfin si on est dans le e-commerce, donc tout ce qui est Google Analytics par exemple. Et bien sûr, la programmation, c'est quelque chose dont vous avez parlé et puis dont on a parlé tout à l'heure. Et puis vous avez aussi tout ce qui est compétences professionnelles. Il faut être capable de bien analyser les problèmes et savoir extraire des nouveaux services, des nouvelles connaissances à partir des données qu'on va manipuler. Donc un esprit d'analyse pour identifier et comprendre des nouvelles problématiques. Il faut être bien organisé, bien sûr. Il faut avoir aussi un sens aigu du service, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est généralement pour améliorer la satisfaction client. Et ça implique une sélection à l'entrée. C'est pas forcément par le cursus de formation que vous allez proposer que vous allez pouvoir détecter ce type de profil. Non, tout à fait. Les former, alors, moi, je suis effectivement dans une école d'ingénieurs, mais j'interviens pas que pour la formation initiale. Donc, j'interviens aussi dans la formation continue et notamment avec Télécom ParisTech, avec d'autres établissements. Et donc, ça m'a permis de voir de voir large sur tous les profils que je vois en face de moi. C'est un peu un conseil aux entreprises qui cherchent à former ou à faire évoluer des collaborateurs. Choisissez-les parmi ces compétences, en tout cas humaines. Si ce sont des élèves ingénieurs, on ne va pas en faire des data scientists, ça c'est sûr. Quoique maintenant, avec les stages, avec l'apprentissage, etc., ils apprennent quand même un peu le métier par rapport, mais ils ne vont pas devenir un data scientist à la sortie de l'école. Ils vont être un data miner, un data analyst, et c'est avec l'expérience qu'on devient data scientist. Vous considérez ce plan de carrière, data miner, analyste, qui ressemblait tout à l'heure dans ce que vous avez décrit? Data miner et data analyst, pour moi, c'est assez proche. Hein. Donc, soit on a une appellation data miner dans son profil, soit on a un data analyst, mais c'est assez proche. Hein. C'est à peu près la même formation pour les deux. Ensuite, c'est avec l'expérience qu'on devient un data scientist. Et puis, avec encore l'expérience, on devient chief data officer. Donc, on arrive au troisième métier. Et puis, voire être data stratégiste ou autre. Ou Data Protection Officer ou autre. Un data stratégiste, pardon, quel type d'entreprise aujourd'hui un data stratégiste? Alors, les data stratégistes, c'est le métier sur lequel je peux le moins parler. D'accord. Data stratégiste et chief data officer, ils sont assez proches. Alors, data stratégiste, c'est de la stratégie digitale, en fait. C'est quelqu'un qui va accompagner une entreprise dans la conduite, dans la transformation digitale et comment mettre en place, justement, toute une approche. Ça s'adresse aux très grandes entreprises? Donc, ça s'adresse plutôt à des entreprises qui veulent s'orienter, justement, vers leur digitalisation. Vers une transformation digitale de leur métier. On les associe aussi à des consultants. Data stratégistes, généralement, ce sont des cabinets de conseil en fait, qui emploient beaucoup les data stratégistes pour justement accompagner des entreprises. Et les data stratégistes, ils sont assez transverses côté métier. C'est-à-dire ils doivent avoir une connaissance très très large. C'est les moutons à 5 pattes, hein, moi je dirais. Donc c'est un métier très très nouveau. Hein. Donc, pour répondre à votre question, c'était sur les data scientists. Est-ce qu'on forme les data scientists directement? En école d'ingénieur, non. Mais par contre, en formation continue, tout dépend bien sûr du profil de chaque formé, hein, donc chaque personne. Donc, si on a un background mathématique, etc., on l'associe avec une formation en programmation, et puis on connaît déjà son métier, donc ça nous permet d'être data scientist, et vice-versa, si on est programmeur, on va associer cette compétence avec des connaissances en machine learning, en statistique, en maths appliquée. Et comme on connaît aussi le métier de notre entreprise, on va devenir data scientist. Donc, gérer data scientist, ça peut sortir d'une formation continue ou d'une entreprise qu'on va former sur les lacunes qu'a telle ou telle personne, mais pas un élève ingénieur. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas devenir data scientist à la sortie d'une école d'ingénieur. Combien de personnes sortent de votre université aujourd'hui, de votre école? Alors, aujourd'hui, on a une promotion de 300 personnes. Ceux qui s'orientent vers des parcours Big Data, là, on a une promotion d'une 30aine de personnes, mais on va l'élargir parce qu'il y a une forte demande des étudiants, des entreprises partenaires. Et donc, on va doubler cet effectif sur
cette option-là sur l'option donc Big Data. Très bien. Merci beaucoup. Benoît? Oui. Attendez, on va faire profiter tout le monde en live. Alors on posera les questions après, mais vous pouvez la poser juste la vôtre. Il y a une différence que je n'arrive moi pas à faire encore entre BI et Big Data. Excusez-moi, BI et Big Data. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer juste avant? Alors, la business intelligence, ou ce qu'on appelle aussi en français décisionnelle, alors ça existe depuis très très longtemps, avant même qu'on commence à parler de Big Data. D'ailleurs, si vous regardez la formation que j'ai lancée au sein de l'ISEP, je ne l'ai pas appelée Big Data, et pourtant c'est à la mode. J'ai laissé le nom Business Intelligence, parce que justement, pour moi, c'est l'intelligence du métier, c'est aider le décideur final. Alors, Big Data, c'est le constat aujourd'hui. La Business Intelligence existe depuis très longtemps. C'est quoi la Business Intelligence? À la base, comment on l'avait appris et comment on l'apprenait à nos élèves et à nos formés. On part des bases de production qui sont structurées, enfin les bases clients, les bases de commandes ou je ne sais quoi. On va les consolider dans un grand entrepôt de données. On va les dénormaliser, ça veut dire qu'on s'en fiche qu'il y ait de la redondance, la répétition dans le stockage ou autre. Et puis ensuite, une fois qu'on les a mis dans un entrepôt de données, on va faire de l'analyse de données dessus. Mais on maîtrise les données qu'on a. On sait comment elles sont structurées et on sait d'où elles proviennent et on les maîtrise, on les connaît très bien. Avec le Big Data, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être une valeur ajoutée en allant chercher et en allant piocher des sources externes. Du coup, là, on n'est plus restreint juste à la donnée interne, on est ouvert au monde. Et on essaie de répondre, comme je disais tout à l'heure, à qu'est-ce que je peux sortir de ces données? Si j'arrive à les faire interopérer par d'autres sources de données, qu'est-ce que je peux en faire? Quels sont les nouveaux services, les nouvelles applications et qu'est-ce que je peux aussi prédire à partir de ces données? Or, avant, avec les data warehouse, avec les entrepôts de données, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, dernier mois, on a vendu tant, notre chiffre d'affaires, il est de tant, etc. Donc, en fait, on regarde le passé. Avec le Big Data, on a envie de prédire l'avenir et de trouver de nouveaux services et de les faire interopérer avec des sources de données qu'on n'avait pas pris en compte avant. Donc, en fait, avec le Big Data, c'est une évolution de la business intelligence, tout simplement, mais ça reste toujours une aide à la décision pour la direction générale, pour une entreprise. Merci beaucoup. Donc il y a un marché essentiel aujourd'hui qui justement souhaite prédire beaucoup de choses. C'est le monde de l'assurance. Benoît, vous voulez présenter peut-être un petit peu l'école aussi? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc l'école polytechnique d'assurance. Donc je suis le directeur général de l'école polytechnique d'assurance. Cette école a été créée en 1925 sous forme d'une... Plus près le micro. Plus près, pardon. Donc cette école, l'école polytechnique d'assurance, a été créée sous forme d'une section de l'association polytechnique qui a été la première association d'anciens élèves de l'école polytechnique, créée elle-même en 1830. En 1925, l'école polytechnique d'assurance a été créée sous forme de section. En 1930, un de ses professeurs a commenté le premier code des assurances, qui est le code de référence en fait dans notre métier. Et voilà, donc aujourd'hui, on a un petit peu évolué, heureusement, depuis 1930, et on lance effectivement un executive MBA en partenariat avec Télécom Paris Tech sur un executive MBA data scientist des métiers de l'assurance. Alors, ce que je veux juste ajouter, parce que beaucoup de choses ont été dites, et j'ai pas envie de répéter ce qui a été très bien dit et très bien expliqué, c'est vous donner un petit peu l'angle d'approche qu'on a, nous, du big data et justement comment on conçoit le data scientist. Alors, déjà, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui une période de révolution industrielle, que Jérémy Rifkin a appelée la 3e révolution industrielle. Klaus Schwab, le fondateur du forum de Davos, parle de la 4e déjà révolution industrielle. Toujours est-il qu'on vit une période de révolution. Alors, en 2 mots, selon Rifkin, une révolution industrielle advient sous l'effet de 3 facteurs. Une révolution dans l'énergie, une révolution dans la communication et une révolution dans le transport. Première révolution industrielle, la source d'énergie qui a enclenché la révolution, c'était le charbon. Le moyen de communication, c'était la presse écrite et le moyen de transport, le rail.
Deuxième révolution industrielle. La source d'énergie à l'origine de la révolution industrielle, justement deuxième, c'est le charbon, le pétrole, les énergies fossiles, qui elles-mêmes permettent de produire de l'électricité. La communication, c'est le téléphone et le télégraphe puis téléphone. Et troisième révolution dans le domaine des transports, c'était l'automobile. Aujourd'hui, il y a une révolution analogue qui est en train d'advenir dans ces trois domaines, une révolution dans l'énergie avec un sujet qui est aujourd'hui bien d'actualité, c'est les énergies renouvelables, comment produire de l'énergie à partir des énergies renouvelables, à cause notamment des problèmes climatiques qui se posent. Une révolution dans la communication, donc c'est l'Internet de la communication qu'on connaît déjà et qu'on utilise allègrement. Et la révolution dans le transport, je crois, et je parle sous le contrôle de ONS, mais qu'on est en train de réfléchir aussi au transport intelligent et un Internet du transport, en fait. Alors, ces trois Internets sont basés sur la technologie du Big Data. Pourquoi j'ai fait cette petite digression? C'est pour dire que le data scientist va être, entre guillemets, la clé de voûte de cette transformation dans l'entreprise. Parce que, en tant que scientifique de la donnée, c'est l'étymologie, il va avoir la responsabilité d'adapter quelque part l'activité de l'entreprise en fonction de cette transformation beaucoup plus globale et beaucoup plus large, qui est donc le passage de la deuxième à la troisième révolution industrielle. Alors, j'en reviens maintenant à notre approche dans le secteur de l'assurance. Donc nous, effectivement, on est spécialisé dans le secteur de l'assurance. L'assurance entame sa transition numérique. Il y a des secteurs qui ont été assez en avance. L'assurance, en fait, elle a commencé, je dirais, il y a 3-4 ans, avec des grands groupes comme AXA, comme Allianz, qui ont un plan de stratégie digitale, et les autres assureurs, que ce soit des sociétés d'assurance, des mutuelles, des sociétés de courtage, entament leur transition. Donc il y a un énorme besoin de compétences. Alors nous, ce qu'on a voulu... l'approche qu'on a voulu avoir, notamment dans notre exécutive MBA, c'est de ne pas se restreindre à la technique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut que les data scientists soient des techniciens compétents, donc d'un très haut niveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est associé à Télécom ParisTech, qui est vraiment l'école d'ingénieurs de référence dans le Big Data, enfin une des écoles en tout cas de référence au niveau national et international. Mais le data scientist doit avoir aussi une vision stratégique, une vision éthique et une vision managériale de son métier. Pourquoi ? Souvent, les techniciens, trop souvent, avant, les techniciens avaient que des connaissances mathématiques, justement, et fondaient leurs choix, prenaient leurs décisions d'utiliser telle ou telle technologie pour leur entreprise à partir de critères techniques. Le problème, c'est qu'en choisissant, en prenant ces décisions en se fondant que sur des problématiques techniques, on peut des fois faire des erreurs et mettre en danger son entreprise, voire la zone économique à laquelle l'entreprise appartient. Je prends un exemple un petit peu grossier, mais qui est malheureusement pas si grossier parce que je sais que ça s'est fait. Bon, imaginons qu'une grande entreprise nationale stratégique décide d'utiliser la suite Google Drive pour le partage de ses documents. Si elle utilise Google Drive pour partager ses documents, ça veut dire que tous les documents sont potentiellement, sont hébergés sur le cloud de Google et sont potentiellement analysables et c'est une fenêtre ouverte en fait sur l'activité de l'entreprise. Et il y a des grandes entreprises, je le sais, de première main qui ont fait ce choix. Donc ça peut donc être assez dangereux. Donc il faut que le data scientist il ait une vision géopolitique et géostratégique des grands équilibres au niveau mondial, pour savoir un petit peu, avant de choisir sa solution technologique, savoir aussi avec qui il s'engage, quels sont les partenaires, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ça aussi, on a proposé cette formation en partenariat avec l'Institut d'intelligence économique, qui regroupe le réseau de l'école de guerre économique, que peut-être certains d'entre vous connaissent, Christian Arbulot, qui donc va sensibiliser nos apprenants, parce que c'est un exécutif, donc ce sont des salariés en poste, à ces questions stratégiques. Ensuite, les décisions qui vont être prises et la manière dont les données vont être traitées vont avoir des répercussions éthiques, évidemment. Et donc, ça va contribuer à modeler notre cadre de vie. Et quelque part, le data scientist va construire le sens de la société vers laquelle on va. Donc, s'il n'y a aucune éthique dans la manière de traiter les données, de construire les algorithmes, et de les utiliser,
on peut aller dans le mur et à la catastrophe. Enfin, voilà. Donc là, c'est pour ça que nous, on a voulu aussi fortement sensibiliser les apprenants à la dimension éthique de leur métier et faire attention à ce qu'ils ne... Enfin, être conscients tout simplement des conséquences que peuvent avoir leurs actions et des processus qu'ils mettent en place dans les entreprises. D'accord. Donc cette partie éthique dans notre diplôme est supervisée par Luc Ferry, donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris le sujet à bras-le-corps et s'intéresse de près à la question. Et enfin, vous parliez tout à l'heure de transversalité au niveau du data scientist. Effectivement, le data scientist est un profil transverse qui vient réorganiser l'entreprise. Parce qu'en fait, il est en train de briser les silos. Avant, les entreprises, justement, organisées du temps de la deuxième révolution industrielle fonctionnaient en silos. Il y avait la comptabilité, il y avait la direction générale, il y avait l'administratif, il y avait... C'est encore comme ça dans beaucoup d'entreprises. Voilà, tout à fait. Et là, un des enjeux, justement, c'est qu'avec le data scientist, il va aller voir un petit peu tous ces départements. Il va devoir mener des projets avec des gens d'une culture différente au sein de l'entreprise, mais aussi avec des externes. Donc, il va falloir qu'il apprenne à manager de façon collaborative. Et donc, dans notre executive MBA, on a un pilier aussi, management, pour permettre en fait aux data scientists à manager autrement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a intitulé le pilier, manager autrement, qui n'est plus évidemment un management directif et descendant, pyramidal, comme ça a été le cas jusqu'avant, mais un management transverse, collaboratif, où il va falloir à la fois trouver des consensus et prendre en compte l'ensemble des points de vue, mais aussi prendre des décisions pour pouvoir avancer. Voilà, donc en fait, pour répondre à votre question et clore mon intervention, les besoins dans l'assurance sont très très forts, il y a de gros besoins, il y a un déficit de compétences, et je pense que moi, ce qui me semble très important, c'est de ne pas se limiter à l'approche technique. C'est qu'il faut aussi avoir ces trois autres visions, stratégiques, éthiques et managériales, parce que le data scientist a une grosse responsabilité et quelque part, c'est l'artisan du monde de demain ou du monde qui est en train d'émerger. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, ça tombe bien, on allait passer aux séances de questions-réponses. Je pense que le data scientist est très difficile à trouver tout de même, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. On passera par le miner d'abord, qui lui est plus technique, statistique, et puis ensuite, on lui donnera une connotation métier. Monsieur ? Bonjour, excusez-moi, je voudrais savoir quels sont les logiciels qui vous permettent de... Attendez, j'entends pas. Quels sont les résultats que vous ont donné les logiciels de prévision concernant les tendances des assurés donc, dans votre domaine, quoi. Quelles sont les tendances que prédisent les modèles de statistiques de données sur le comportement des assurés en fonction du cœur de métier, quoi, dont vous parlez, les assurances. C'est-à-dire en fait quelles sont les tendances comportementales en fait. Voilà, que donnent en prédiction pardon, les logiciels de BI et le big data, quoi, puisqu'ils servent à décrire les tendances de comportement d'assurer, etc., quoi. Alors, bon, déjà, je pense que toutes les... Merci pour votre question. Je vais essayer d'y répondre, elle est pas facile. J'ai pas forcément tous les éléments en main parce que je représente une école et non pas une entreprise, mais bon, néanmoins, je peux vous apporter quelques éléments de réponse. Au niveau des assurés, déjà, bon, il faut savoir que toutes les entreprises d'assurance partent pas du même point. Il y en a qui sont très 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 en retard. Il y en a, j'étais avant-hier en rendez-vous avec un gros groupe. Alors c'était pas un assureur, mais enfin c'était un acteur de l'assurance, disons, et qui venait à peine de recruter un directeur digital. Donc pour vous dire qu'elles ne sont pas toutes au même point. Donc en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont tout simplement pas l'approche big data et qui donc ne sont pas du tout au stade de prédire le comportement des assurés. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde de l'assurance est quand même un monde très sensible à l'éthique. Donc là, l'éthique est vraiment quelque chose d'important. Il y a des grands débats. Nous, dans notre comité scientifique, donc, qui réunit en fait des professionnels de l'assurance, des enseignants-chercheurs et des data scientists, justement, des scientifiques, enfin des opérationnels de la donnée. Il y a des gros débats au niveau de l'éthique pour savoir jusqu'où on peut aller en fait pour anticiper une tendance et utiliser la donnée à des fins justement commerciales. Donc pour vous dire qu'en fait il y a une certaine réticence encore, je pense, dans le monde de l'assurance à trop utiliser ce type de prédiction
parce qu'on peut connaître des choses sur les gens qu'on n'a pas forcément envie de connaître, parce que voilà. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'éthique. C'est pour ça que vous les formez à à l'éthique. être Voilà. très orientés. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a, enfin, je dirais beaucoup les principaux acteurs du marché sont sensibles à cette question-là et veillent à mettre des garde-fous dans le traitement des données. Hein, Merci. Voilà. Alors, une autre question ici. Oui, alors juste une réaction. Merci, parce que c'était vraiment très clair la manière dont vous avez essayé de définir tous ces termes. Mais j'ai eu l'impression d'assister quand même à une sorte de surenchère. C'est-à-dire qu'on en demande toujours plus à un seul homme dans les profils que vous avez décrits. Et du coup, c'est vrai que, heureusement que Benoît Dos a employé le mot de collaboratif, parce que j'avais du mal à faire la connexion avec notamment la conférence de ce matin. Comment, avec des personnes formées, comme vous les avez décrites, comment vont-ils travailler avec les autres dans l'entreprise? Est-ce qu'on leur donne l'envie de travailler avec les autres, ou est-ce qu'on ne les forme pas pour qu'ils sortent de là avec l'idée qu'ils doivent savoir tout faire tout seuls? Je pousse un peu loin la caricature, mais il y avait un petit peu de ça dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Qui vous voulez? J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement, enfin on parle des skills, des compétences, il y a les hard skills, c'est ce qu'on essaie de mettre dans la tête de la personne, mais il y a les soft skills. Donc en fait c'est important, c'est-à-dire qu'il faut un bon communicant, quelqu'un qui sait convaincre, et c'est quelqu'un qui sait mettre en consensus toutes les personnes avec qui il va communiquer pour qu'il puisse justement mettre en place sa stratégie de Big Data. Donc les soft skills sont assez importants. Et c'est plus important, je dirais même, que tout ce qui est technique, tout ce qui est mathématique, etc. Parce que tout ça, il y a des mots qui existent, il y a des formations spécialisées qui existent, il y a des formations courtes, des formations longues, etc. Donc tout ça, il suffit de bachoter, il suffit d'appliquer un petit peu, il suffit de pratiquer. Mais si on n'a pas ce sens de communicant, ce sens d'organisation, le sens de l'analyse, de la synthèse, d'essayer d'arriver à convaincre les gens avec qui on travaille, parce que le big data, ça fait justement associer des métiers différents, des données différentes qui vont provenir de différents pôles qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, eh bien, la stratégie digitale ne pourrait pas fonctionner. Et j'en reviens du coup à ma première question tout à l'heure. Vous sélectionnez à l'entrée, vous disiez avoir une forte demande sur ces exécutives MBA ou master. Est-ce que vous sélectionnez à l'entrée ces profils qui ont ces compétences, ces soft skills? Tout à fait. Il y a une très très forte sélection qui se fait pour ces personnes-là. Ce sont vraiment, je l'ai utilisé, hein, cette expression, des moutons à 5 pattes. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est vraiment en fait, si on écoute une entreprise qui cherche à data scientist, ils cherchent 5 ingénieurs en un seul, ou 5 compétences en une seule. Et un leader. Mais il faut toujours chapeauter, hein, les équipes. Donc, du coup, vous avez les data scientists, et c'est pour ça que les data scientists sont plutôt orientés métier. Et ensuite, vous avez le chief data officer qui est le chef d'orchestre de ces data scientists qui essaiera de les faire fonctionner ensemble. On ne peut pas laisser comme ça une équipe parce qu'en fait, il faut savoir que ceux qui travaillent dans le digital, ceux qui travaillent dans le big data, ce sont des gens qui sont vraiment liés directement à la direction générale. Donc, on ne peut pas laisser comme ça des personnes travailler sans que ce soit chapeauté par une seule personne. Oui, bien sûr. Pour dire que le data scientist, peut-être qu'il a, lui, il va utiliser les données pour répondre à une stratégie, mais il y a des outils qui vont générer ces données. Et ces outils, les personnes qui vont travailler dessus n'ont pas besoin d'être data scientists, ils doivent juste avoir une culture data, parce que justement le data scientist va leur expliquer ce que lui va tirer des données. Et donc, les outils doivent être développés pour générer des data. Il y a aussi tout un environnement juridique, économique au sein de l'entreprise avec lequel le data scientist doit discuter. Tout à l'heure, on parlait donc dans les métiers de l'assurance, les prédictions sur les utilisateurs, sur leur comportement, etc. On a la chance d'être en France, en Europe. La CNIL, qui est un de nos partenaires à Télécom Paris-Tech, a heureusement de fortes exigences sur l'utilisation des données personnelles.
Donc le data scientist doit être au courant de ces contraintes, mais doit discuter avec les instances juridiques de l'entreprise. Même si nous, il y a des modules de formation autour de ces sujets, ce ne sont pas eux qui vont porter la responsabilité juridique de l'entreprise sur leurs épaules. Donc ils travaillent vraiment dans un environnement bien entouré, en tout cas. Je peux juste compléter les deux réponses et vous apporter aussi ma vision. En fait, le big data implique une révolution managériale. C'est-à-dire qu'en fait, le manager, dans les sociétés que j'appelle de type deuxième révolution industrielle, était un encadrant à poste fixe, dont la position était clairement établie au sein d'une hiérarchie. Avec le big data, en fait, on passe à un management en mode projet. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes sont temporaires et sont orientées pour développer une mission. Une fois que la mission est accomplie, elle se délite et elle se recompose. En fait, ce que doit apprendre, et c'est ça aussi le but de la formation, et notamment dans notre pilier Manager autrement, c'est apprendre à déléguer, à coordonner, à répartir en fait, la charge de travail en fonction des différentes compétences incluses au sein de l'équipe. Donc en fait, pour vous dire, répondre à votre question, en fait, il ne s'agit certainement pas que le data scientist fasse tout, parce que de toute façon, ça serait, j'ai envie de dire, déjà beaucoup trop lourd et dangereux pour l'entreprise aussi, et puis pour une personne éreintant. Donc l'idée, c'est plutôt qu'il ait une vision, qu'il ait une compréhension, qu'il sache après vérifier techniquement si les choses sont bien ou mal faites, parce que ça, le problème souvent des encadrants ou des donneurs d'ordre non techniciens, c'est qu'ils se font des fois un petit peu, on va dire, enfumés par des prestataires qui leur facturent des prestations qui ne sont pas du tout en proportion avec le travail fourni. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent évaluer ça, mais par contre, après, qu'ils délèguent le travail avec les équipes. Et déléguer et coordonner en fait des gens de cultures différentes, des internes, des externes, c'est quelque chose de pas évident. Et ça c'est à mon avis un des enjeux essentiels de sa mission. Mais pour faire par les autres et pas faire tout lui-même, évidemment. Voilà. Merci. On a une autre question ici. Une dernière question. Merci. De justesse. Merci pour les intervenants. J'avais une question. J'ai compris qu'il y a effectivement d'un côté les métiers qui sont la tête dans le guidon dans leurs métiers respectifs, qui connaissent la sémantique de leur domaine respectif. À côté de ça, il y a des data scientists, des data miners qui maîtrisent les algorithmies mathématiques, statistiques, programmation de logiciels. Mais quand on veut monter un service de données transverse de façon à les faire connaître, les faire réutiliser par plusieurs métiers, par plusieurs applications, il y a bien une notion quelque part d'architecture de données, de nettoyage de ces données, de connaître la source des données, leurs valeurs respectives, l'organiser au sens tirer des liens, connaître... Enfin voilà. Et je voulais savoir si dans vos métiers, vous savez si le métier d'architecte de données existe et où est-ce qu'il se positionne ou s'il n'existe pas. Parce que finalement, on voit en architecture des gens qui connaissent les applications, les réseaux techniques. On a eu à une époque les knowledge managers, ils existent encore, ils parlent de plans de classement, d'informations, mais l'architecture de données au sens, j'ai un lac de données avec du SQL, du NoSQL, je connais la valeur des données qui est dedans, je connais les liens et je sais servir ces données à différents services de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un métier autour de ça en fait et quelles sont les compétences ? Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je me suis retournée pour regarder s'il y avait data architect dans qui est cité. Mais non, il y a les 3 points de suspension qui doivent certainement, entre autres, faire référence au data architect, qui pour moi est essentiel dans l'entreprise, puisque les architectures, en fait, on a eu... une évolution dans le design d'architecture SI. On était donc juste à l'architecture plutôt orientée service utilisateur, orientée client, donc user-centric. Aujourd'hui, on est dans l'ère justement de l'architecture orientée données et data-centric. Donc oui, il est indispensable que, justement pour casser les silos du SI, qu'on ait des architectes orientés donc données, utilisation de la donnée, valorisation de la donnée. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les outils du SI doivent être orientés philosophie donc des données, pouvoir
fournir des données donc, à d'autres, en tout cas dans le workflow des applications et des outils du SI. Et ça, il faut absolument qu'il y ait des architectes avec cette culture, cette connaissance, donc à la fois des outils, donc de l'architecture du système d'information, des processus du système d'information et de ce qu'on peut donner aux data scientists à Moudre pour justement créer de nouveaux services. Donc c'est toute une chaîne qui doit bien se tenir. Si on a un SI qui est complètement en silo et duquel sortent des données dans des formats complètement différents, le data scientist ne peut pas travailler. Donc ça va venir. Le chief data officer va décider en comité de direction des orientations. Un data stratégiste va conseiller sur la stratégie de l'entreprise. Le data architecte, en tout cas, il faut en avoir plusieurs, mais en tout cas va définir les architectures applicatives, etc., qui vont permettre d'avoir une couche transverse qui va fournir les données au data scientist qui va pouvoir fournir un service vers les clients de l'entreprise. Bon. Tout se tient et le data architecte est indispensable dans cette... On voit que le nombre de profils, en tout cas, est vaste, que vous n'en sortirez peut-être pas autant que nécessaire, ça c'est sûr. Pour conclure aussi sur l'étude qui a été faite par le Syntec, enfin en tout cas commanditée par l'OPIEC, elle va donner lieu à une action collective. Donc les entreprises aussi de services numériques vont pouvoir financer largement via leur OPCA, leur organisme de formation, l'organisme paritaire, vont pouvoir aussi financer largement ce type de formation pour répondre à la demande. Donc il me reste à remercier Ons, Raja et Benoît de cette intervention et puis merci à vous. Cédric.